Madame la consul générale du Pérou, Monsieur le consul général du Brésil, Madame la consul générale de Cuba, Madame la consul générale de l'Uruguay, chers membres de la direction, chers membres du corps professoral, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, bonsoir. Permettez-moi de débuter par quelques mots en espagnol. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor darles la bienvenida a la 15ª edición de la Semana Hispanohablante de la Universidad de Québec en Montréal. Mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales de l'UQAM. C'est avec plaisir que j'ai accepté le rôle de maître de cérémonie pour le lancement de la 15e édition de la Semaine hispanophone, dont le thème est « Mémoire des peuples fondateurs ». D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation à cette soirée d'ouverture qui promet d'être riche. Nous sommes salle comble ce soir et je reconnais d'ailleurs dans la salle quelques visages fidèles et assidus année après année. Merci pour votre fidélité, car elle en dit long sur la pertinence de cet événement qui fête cette année son 15e anniversaire. Donc, c'est une quinceañera, un clin d'œil à cette belle tradition du monde hispanique marquant symboliquement le passage à une nouvelle étape. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre le recteur de l'UQAM, Stéphane Palage, et la consul générale du Pérou, Mme Evelyn Miyagi, dont le pays est à l'honneur cette année. Ces deux allocutions seront suivies par la conférence Capac Ñan, le grand chemin inca qui unit le Pérou et les Andes, présentée par Victor Pimentel, archéologue spécialisé dans les civilisations andines. Finalement, un cocktail offert par le consulat général du Pérou à Montréal conclura d'une belle façon la soirée. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant le recteur à prendre la parole. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'UQAM. Ça n'en a pas l'air, mais l'UQAM est une université laïque. Nous sommes en fait dans une ancienne église devenue laïque en 1969. Et cette salle est peut-être ce qui reste de plus évident du passé de cette partie de notre université. Distingués invités, mesdames et messieurs les consuls généraux du Brésil, de Cuba et de l'Uruguay, madame la consul générale du Pérou, Evelyn Miyagi Enna, qui est la présidente de cette 15e édition de la Semaine hispanophone, distingués invités, chers amis, 15 ans déjà depuis la première Semaine hispanophone à l'UQAM. Et chaque année, cet événement est attendu avec impatience, avec enthousiasme et même avec un peu de frénésie. Cette année, le Pérou est à l'honneur et la consul générale nous fait l'honneur de présider l'événement. Du Pérou, j'ai gardé le souvenir de la lumière entre Lima et Cusco, du train des Andes qui glisse vers le Machu Picchu, d'une gastronomie décoiffante, d'ailleurs vous voyez le résultat, du pisco sour, de paysages à couper le souffle, d'une fierté à la hauteur de l'histoire de ce pays. L'UQAM et son école des sciences de la gestion, le SG, y offrent le MBA pour cadre depuis plus de 2 décennies à Lima. J'ai foulé le Capac Ñan, ce magnifique grand chemin inca qui traverse une bonne partie du continent et dont nous parlera tout à l'heure le professeur Victor Pimentel. En fait, les relations entre l'UQAM et l'Amérique du Sud sont très importantes et très stratégiques. Nous recrutons de nombreux étudiants et offrons de nombreux programmes délocalisés dans plusieurs pays. Nos chercheurs sont en collaboration avec de nombreux chercheurs d'Amérique du Sud. Et je serai pour ma part en Colombie en novembre prochain pour rencontrer mes homologues de plusieurs universités. C'est un pays que j'aime particulièrement. À l'âge de 19 ans, jeune étudiant belge, j'avais gagné un voyage offert par les Cafeteros de Colombia pour avoir écrit un synopsis de publicité pour du café. Je ferme la parenthèse. Ces semaines hispanophones
de l'UQAM joue depuis 15 ans un grand rôle dans la vie multiculturelle de notre institution. Elles visent à dresser l'état politique, économique et social du monde hispanophone en ce millénaire. Faire la promotion des établissements universitaires hispanophones dans le cadre de l'internationalisation afin de privilégier la mobilité étudiante, mettre de l'avant les recherches menées à l'UQAM, rapprocher la culture hispanophone de la culture québécoise, soulignée par des activités académiques et culturelles, le mois du patrimoine hispanique. En 2025, la thématique retenue est Mémoire des peuples fondateurs, afin de mettre en valeur les histoires des peuples autochtones, leurs savoirs et leurs traditions, pour qu'ils continuent d'éclairer notre regard sur le monde. Merci aux partenaires de cet événement et aux organisatrices et organisateurs de l'École de langue et de l'Institut d'études internationales de Montréal. Je pense en particulier à Monica Soto et Ayarid Gelen. Et je sais que Jessica Payeras, qui est une habituée de ces événements, est en sabbatique cette année. D'ailleurs, elle est en sabbatique en Colombie et je vais l'y retrouver dans un mois. Je vous souhaite un très bel événement. Merci d'être là et merci de votre fidélité pour cette semaine hispanophone de l'UQAM. Merci. Merci beaucoup, M. Palage. J'invite maintenant la consul générale du Pérou, Mme Evelyne Miyagi, à venir vous adresser quelques mots. Merci. Bonsoir à tous. Le recteur de l'Université du Québec à Montréal, M. Stéphane Palage, mes chers collègues, le consul général du Brésil, du Cuba, de l'Uruguay, et distingués invités, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'Université du Québec à Montréal, à l'École des langues et à la bibliothèque de nous avoir invités à être le pays hôte de cette 15e édition de la Semaine hispanophone. C'est pour le Pérou un honneur et une grande fierté de participer à cette célébration annuelle de la diversité linguistique et culturelle. Le thème choisi cette année, Mémoire des peuples fondateurs, trouve une résonance particulière dans l'histoire du Pérou et des Andes. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité mettre en lumière le Capacñan, le grand chemin Inca, reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. Héritage majeur de la civilisation andine, il illustre la capacité des peuples à créer des liens durables, géographiques, sociaux, économiques et spirituels. Ces chemins anciens continuent de nous inspirer par leur message d'unité et de transmission entre générations. Cette reconnaissance est née d'une initiative du Pérou et a été le fruit d'un travail collaboratif exceptionnel entre 6 pays, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, l'Équateur et la Colombie, qui depuis 2001 ont uni leurs efforts pour porter cette candidature auprès de l'UNESCO. Ce processus, marqué par de nombreuses réunions techniques et scientifiques, demeure un exemple unique de coopération régionale et de mise en valeur de notre héritage partagé. Je voudrais également remercier tout particulièrement l'archéologue Victor Pimentel pour sa générosité et sa disponibilité. Sa conférence nous offrira, j'en suis certaine, une perspective riche et singulière sur la signification du Capacñan et sur l'importance de sa préservation. Nous lui devons aussi une reconnaissance spéciale pour le travail remarquable qui a rendu possible l'exposition photographique que nous aurons le plaisir de découvrir ensemble. Cette exposition restera ouverte d'aujourd'hui jusqu'au 14 novembre à la Bibliothèque des sciences juridiques et politiques. Nous vous invitons donc à parcourir ces images et véritables fenêtres sur le patrimoine exceptionnel et en apprécier toutes les profondeurs historiques et la beauté.
Je vous souhaite une excellente semaine hispanophone et vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Madame la Consul générale. Comme le disait M. Palage, c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur la conférence Capac-Ñan, le grand chemin qui unit le Pérou et les Andes, que vous entendrez dans quelques instants. Elle sera présentée par Victor Pimentel. Reconnu comme l'une des réalisations les plus impressionnantes de l'Empire Inca, le Capac-Ñan est un réseau de routes qui s'étend sur plus de 30 000 kilomètres à travers les Andes. Ce grand chemin reliait les centres politiques, économiques et culturels majeurs, favorisant l'intégration des peuples et la circulation des savoirs, des biens et des traditions. Véritable colonne vertébrale de l'Empire, il traversait des paysages variés, des sommets enneigés jusqu'aux vallées côtières du Pacifique, permettant l'administration efficace d'un territoire immense couvrant une grande partie de l'Amérique méridionale, du sud de la Colombie jusqu'au centre du Chili et de l'Argentine. La conférence que vous allez entendre retrace la fascinante histoire de ce réseau routier, sa construction, son importance stratégique, sa préservation et son impact profond et multiforme sur les communautés andines contemporaines. Victor Pimentel, archéologue spécialisé dans l'étude des civilisations de l'Amérique ancienne et ex-conservateur de l'art précolombien au Musée des beaux-arts de Montréal, contribue depuis plusieurs années à la réalisation de divers projets culturels sur le Pérou et l'Amérique latine. Son parcours l'a mené de la recherche archéologique à l'étude de collections, de la conception d'expositions à la réalisation de documentaires pour la télévision et d'autres plateformes de diffusion. Nous sommes très heureux qu'il a accepté de donner cette conférence dans le cadre de la 15e édition de la Semaine hispanophone. Monsieur Pimentel, le micro est à vous. Donc, bon après-midi tout le monde. Merci de vous être déplacé. Un honneur, Monsieur le recteur, d'être ici dans cette maison d'études reconnue non seulement à l'échelle du Québec, mais du pays et de l'Amérique du Nord. Et chers membres, distingués membres de la diplomatie latino-américaine à Montréal, un plaisir d'être en votre compagnie et vous tous. Écoutez, je voudrais d'abord glisser un petit mot par rapport à Mme Evelyne Miyagi, notre consul général du Pérou à Montréal, et reconnaître son entêtement, sa constance pour mener à terme des projets comme celui-ci. J'ai rencontré il y a quelques minutes une chère amie, Ana Silvia Garcia, avec qui on discutait, on a parlé avec plusieurs consuls depuis 15-20 ans pour réaliser ce projet en particulier. C'était même avant qu'il soit inclus dans la liste patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, Evelyne, merci beaucoup. C'est vraiment magnifique d'être ici. Donc, je vais prendre la manette, je vais enlever le verre d'eau. Je suis un peu gaffeux. Et on va donc parcourir ensemble, écoutez, on va parcourir ensemble, donc vous voyez bien, oui, c'est bon. Donc ce fameux chemin de l'Inca. C'est un chemin que j'ai connu depuis ma jeunesse aussi, Monsieur le recteur. C'est un chemin que j'ai fait depuis la ville de Cusco jusqu'à Machu Picchu. C'est sûr, il y a 50 ans de ça et peut-être une centaine de livres de moins, mais ça se faisait très bien à l'époque. Donc, c'est vraiment un élément fondamental donc, pour cette civilisation précolombienne, cette civilisation andine qui a été l'Empire Inca. Donc, c'est juste un rappel pour donc, la présentation d'aujourd'hui. Vous allez m'excuser, mais je vais regarder peut-être, est-ce que vous m'entendez bien pour l'enregistrement? C'est beau. Donc, on va parler un petit peu d'abord sur les Incas, à savoir c'est qui ce monde-là, et bien remonter un petit peu à ce qu'on savait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peut-être les années 1960, sur les origines
de ce peuple et surtout leurs fondateurs. Donc, deux personnages qui retiennent mon attention, Manco Cápac à gauche et Mamaoglio à droite, donc, dans cette belle gravure qui illustrait un livre de Garcilaso de la Vega. C'est la première traduction en français de Los Comentarios Reales, les commentaires royaux. Donc, c'est l'œuvre du premier écrivain métis, métis au Pérou, en fait, un fils de Ñusta Inca et d'un officier espagnol. Et donc, selon le mythe, un des mythes fondateurs, donc ces deux personnages avaient émergé par la grâce du dieu soleil, donc du lac Titicaca, et cette divinité leur avait donné comme mission chercher l'endroit où il allait s'établir pour civiliser le monde. Donc, c'est encore une fois un mythe civilisatoire, c'est très commun aux sociétés anciennes. Et donc, selon le mythe, ces deux personnages vont parcourir donc, le territoire. Donc, ils viennent des hauts plateaux entre la Bolivie et le Pérou. Et ils vont donc se rendre jusqu'à la région de Cusco, où un bâton d'or que la divinité leur avait donné va s'enfoncer dans la terre, et donc ça va être le signe que c'était l'endroit élu pour fonder la ville qui allait prendre comme nom Cusco. Donc ça, c'est ce que nous dit le mythe. Il y a bien d'autres mythes, il y a au moins 4 ou 5 mythes fondateurs donc, sur la civilisation inca, mais les données archéologiques en disent d'autres choses. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a à peine 20 ans, un groupe de chercheurs s'est penché sur la question d'où venaient ces fameux Incas, et puis comment que cette culture archéologique, parce que c'est une culture archéologique aussi, a évolué à travers le temps. Et donc, ce groupe de chercheurs a constaté qu'il y a un développement local, que ce développement va prendre au moins 3 ou 4 siècles. Si on parle de la fin du 12e siècle environ jusqu'au 15e, en fait, et le 16e avec l'arrivée des Européens. Donc, et avec tout un système, un schéma d'établissement assez complexe dans la région. Et les Incas, donc du point de vue archéologique, vont tout simplement continuer l'occupation de leurs prédécesseurs dans la région. En particulier une culture qu'on appelle Quilqué, je ne sais pas, et bien évidemment des sites archéologiques qui vont être réutilisés, réoccupés par les Incas, ou même simplement qui continuent d'être occupés. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est un site malheureux. J'ai mis, je pense, on ne voit pas le nom, mais c'est un des sites, justement, qui est nommé dans un des mythes pour l'origine de ce couple fondateur. Et un exemple de la poterie, par exemple, qui est pré-inca, en fait, mais qui a déjà plusieurs éléments qui vont devenir ensuite des marques de commerce, si vous voulez, de la production culturelle, la culture matérielle des Incas, notamment à gauche, je ne sais pas si vous voyez ce vase avec une grande panse. Donc, c'est ce qu'on va appeler la Haribalo plus tard, qui est vraiment une marque de commerce de la civilisation Inca. Donc, et les Incas, bien évidemment, quand peuple s'établissent, ils sont établis dans la vallée de Cusco, mais ils ont des voisins, puis ce sont des gens qui sont assez gourmands. Donc, du point de vue territorial, ils aiment ça agrandir leur territoire, la population qui prend de l'ampleur, etc., puis ils commencent à regarder ce qui se passe chez les voisins. Et il y a des voisins avec qui ça se passe en douceur, ils vont s'allier entre eux, etc. Mais dans d'autres cas, il y en a qui vont vraiment les arrêter. Un des groupes qui va, mettons, poser des gros problèmes aux Incas, c'est ce qu'on appelle les Chancas. Je ne sais pas si vous voyez le mot quelque part. Moi, je n'ai pas les bonnes lunettes pour ça. Mais Chanca, c'est le nom d'une culture archéologique et d'un peuple dans la région d'Apurímac. Donc, c'est l'ouest, c'est toujours la région montagneuse. Et les Incas vont essayer de les conquérir, mais ils ne s'attendent pas à la réponse des Chancas, qui vont se rendre jusqu'à Cusco. Et vraiment, c'est pour un poil qui ne perdent pas vraiment le contrôle de leur propre territoire. Finalement,
les Incas réussissent, et en particulier un personnage, on va dire, c'est le fondateur de l'Empire comme tel, Pachacútec, c'est un nom qui va revenir peut-être ce soir, donc qui va réussir à vaincre l'armée Chanca et finalement, en discussion, mais va réussir à les garder comme alliés. Et c'est avec eux qu'une grande partie du processus d'expansion de l'Empire Inca va se faire. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme partout en politique, hein, il y a des alliances, il y a des chicanes, etc. Donc, c'est la même chose. Ce sont des gens comme vous puis moi. Donc, quelques exemples de l'architecture du pays voisin, donc des Chanca, mais vous voyez déjà certains éléments de l'architecture inca, typique de l'architecture inca, comme les fenêtres ou les portes avec le cadre en forme de trapèze, ces portes trapézoïdales qui sont vraiment très importantes chez les Incas. Et donc, le petit royaume, le petit État inca passe à une autre échelle au niveau d'organisation politique pour devenir ce qu'on va appeler un empire. Et ça, c'est donc suite à cette grande victoire des Incas. C'est 1438 selon certains chercheurs, 1440, mais on va dire que c'est aux alentours de 440 que ça va se produire. Donc, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut parler de l'empire. Et un empire, la définition la plus simple, je m'en souviens encore, une de mes premiers cours à l'université ici, la définition la plus simple d'un empire, c'est un État qui conquiert un autre État. C'est ça un empire. Donc, ça peut être du point de vue politique ou économique aussi, oublions pas ça. Donc, c'est un empire aussi qui, on est au début du 15e siècle, là, en espace de 100 ans, même pas 100 ans, il va s'agrandir d'une façon impressionnante. Donc, et cette expansion donc, va permettre aux Incas, avec l'aide d'autres groupes, d'autres entités politiques, donc conquérir un territoire immense vraiment, mais qui se fait surtout rapidement. Pensez-y, là, ces 100 ans, ils sont vraiment maîtres et seigneurs de presque toute la colonne vertébrale de l'ouest de l'Amérique du Sud, qui est la cordillère des Andes et les environs. Donc, là, c'est pour les dates, vous voyez. Et une autre chose très intéressante, c'est la stratégie, comment ces gens se comportaient pour ces conquêtes. Donc, dans le nord du Pérou, par exemple, il y avait d'autres empires, comme les Chimú, donc des gens qui avaient conquéri aussi, qui avaient soumis d'autres peuples, d'autres organisations, d'autres entités politiques, et les Incas vont s'allier avec les voisins, des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ces relations asymétriques, et donc c'est de cette façon que ça va rendre facile la tâche aux Incas donc, pour ce processus de conquête. Et le but, donc, c'était en fait d'accumuler plus de richesses, de capter plus de terres, de générer plus de taxes. Il y avait tout un système de taxation. C'est un système quand même assez complexe du point de vue administratif. Et bien évidemment, le tout centralisé. C'est un État très hiérarchique, très centralisé, et tous décident à Cusco, donc qui va être donc cette capitale impériale, et qui va être aussi le siège donc, de ce pays énorme qui va être divisé donc administrativement en 4 grandes régions, ou Suyu, ou Suyo, qui est le mot hispanisé d'origine quechua, Suyu, et donc ces 4 régions qui en fait, vont aussi vont se développer graduellement. Donc, une des premières régions qui va s'annexer à l'Empire Inca, c'est ce qu'on appelle le Kuntisuyo, et c'est vraiment la portion du territoire qui mène vers l'océan Pacifique. Donc, on est à Cusco, c'est comme si on était sur un balcon et on regarde le Pacifique. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a toute la question des ressources marines. Il y a le poisson et le sel sont vraiment précieux. Il ne faut pas oublier. Et ça, même aujourd'hui, le sel, pour nous, c'est une question. On va à l'épicerie, il y en a partout. Mais c'est
à l'époque, là, le sel, il fallait l'extraire. Et souvent, s'il n'y avait pas dans les montagnes, mais il fallait aller le chercher à la mer. Même chose pour les protéines, tout ce qui est protéinique d'origine marine. Donc, c'est vraiment une stratégie développée en fonction des besoins croissants d'une population donc grandissante. Et ensuite, vous avez le Collasuyo. Le Collasuyo, Colla, ou Collao, c'est le nom qu'on va donner au plateau au sud de Cusco. C'est vraiment le bassin du Titicaca. C'est immense, c'est une plaine énorme, là. Et donc, une plaine très riche en ressources, non seulement hydriques, mais aussi par la présence de troupeaux de camélidés. Les camélidés, c'est pas les chameaux, là, sont les lamas, les alpagas, mais aussi les espèces non domestiquées comme le guanaco, et qui est plus présente dans le Contisouyo, soit dit en passant, et aussi la vigogne, qui, elle, produit une laine de très, très haute qualité. Donc, ce sont des ressources. Il n'y a pas juste la viande, il n'y a pas juste la peau, il y a aussi le transport, avec les lamas notamment, et bien évidemment la laine. Donc, les populations du Collao, de ces hautes terres, sont extrêmement riches, à tel point que quand le conquistador Pizarro arrive dans la région, là, lui, il va garder pour lui, sa fille qui va en hériter après sa mort. Donc, c'est l'équivalent des seigneuries ici. Donc, deux concessions, on va dire. L'une, c'est Pachacamac, où se trouvait le principal adoratoire, entre guillemets, de l'Empire Inca, au temps de l'Empire Inca. Et l'autre, c'est toute la région du Collao, parce que c'est là où se trouve la richesse. Donc, et il y a des documents historiques qui parlent de personnes, de civils, ce n'étaient pas des fonctionnaires d'État, qui possédaient des troupeaux de jusqu'à 50 000 têtes d'animaux. Donc, c'était vraiment immense. Et même de nos jours, vous pouvez, si vous vous promenez dans cette région qui est un petit peu fraîche, le soir surtout, donc vous allez voir une quantité hallucinante de ces camélidés. Et donc, l'autre, c'est l'Antisuyo. L'Antisuyo, c'est vraiment c'est la porte d'entrée vers l'Amazonie, mais c'est en même temps une frontière. Les Incas n'aiment pas la chaleur. Ils ne vont pas rester longtemps, il fait trop chaud, trop humide. Donc, ils vont garder des liens parce qu'ils ont besoin aussi de produits exotiques, des plumes, etc. Donc, pour nommer quelques-uns, donc qui vont être utilisés dans toute la paraphernalie, dans des rituels, etc. Il y a les feuilles de coca, c'est très important, et elles se produisent, donc ce sont des plantes qui poussent dans des climats chauds et humides. Donc la coca, ce n'était pas pour se droguer, là, c'était pas pour la cocaïne, mais plutôt pour des concoctions ou pour être utilisé dans certains rituels même de divination. Donc, mais c'est un élément très, très important, comme va l'être le maïs plus tard aussi. Et finalement, donc, cette autre région, peut-être non seulement la plus vaste, la plus grande, mais la plus riche en ressources variées, si on la distingue du Collasuyo, donc des hauts plateaux boliviens, péruviens, mais c'est la région où il y a les plus grands champs, les plus grandes vallées avec des champs agricoles à perte de vue. Donc, c'est une zone qui produit énormément, donc, et des produits qui vont servir donc, pour maintenir l'armée des Incas, qui vont entretenir toute l'organisation bureaucratique, tout ce qui tient en vie cet empire. Pensez un peu à l'Empire romain. Il y a plusieurs parallèles qui peuvent se faire là-dedans. Et bien évidemment, le centre, le nombril du monde, comme on dit, la ville de Cusco, elle s'est amochée beaucoup depuis, c'est avec toutes ces constructions tout autour, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est vraiment une ville extraordinaire. Donc ça, c'était une ville, c'est une vue de la ville de nos jours. Ça, c'est une vue imagée, donc d'une gravure du 16e siècle. C'est une des premières publications en français, soit dit en passant. Et finalement, ce que les archéologues, ce que nous, on pense de ce
qui était la ville de Cusco, donc cette ville en forme de puma, telle que l'avait conçue ce personnage, le fondateur de l'Empire, donc Pachacútec. Et avec donc le centre, vous voyez, c'est vraiment le nombril, et c'est de ce point-là donc vous avez le centre de pouvoir vraiment concentré dans cette ville, et c'est d'ici donc qui vont partir les chemins dans les 4 directions, dans les 4 suyos. Donc c'est vraiment, mais c'est une sorte de, si vous me permettez la comparaison, c'est une sorte de Jérusalem. Donc, ce n'est pas une ville administrative uniquement, c'est le centre du pouvoir. Ce n'est pas un endroit où habite tout le monde. C'est un petit peu comme à l'époque du Moyen-Âge. Donc, vous avez le château, et puis vous avez le bourg tout autour. Et donc, c'est juste l'élite qui habite dans les enceintes de la ville de Cusco. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que aussi les principaux centres religieux. Donc, vous avez le Temple du Soleil, le fameux Temple du Soleil, et aussi sur la tête de la ville, donc un endroit qu'on appelle Sacsayhuaman. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter des images de tous ces endroits, mais qui est une section de la ville mal connue. Aujourd'hui, elle est séparée de la ville, mais en fait, elle était intégrée. Tout récemment, je lisais des nouvelles comme quoi il y avait des tunnels qui avaient été retrouvés, qui permettaient les gens se déplacer de la tête du félin jusqu'au cœur. Donc, est-ce que c'est vrai ou non? Mais les recherches sont en cours en ce moment. Et bien évidemment, c'est un réseau routier immense. Vous l'avez mentionné. Je pense que vous avez donné déjà la moitié de la conférence tout à l'heure. Mais c'est vrai, on parle d'au moins 30. En fait, sans être conservateur, moi, je pense qu'il y a plus de 50 000 kilomètres dans le réseau routier, parce que là, j'inclus les petits sentiers, tous les raccordements, etc. Mais c'est immense, c'est immense. Moi, je connais un petit peu les chemins. C'était pour mon mémoire, pour le bac, j'avais étudié les chemins pré-Inca. Donc, j'en ai marché des chemins. Mais ce qui est impressionnant, c'est que si on parle de presque 4000 km nord-sud, là, puis c'est sûr, les chemins, les tronçons principaux, c'est la voie royale comme telle. Donc, elle se rendait pas jusqu'au sud de la Colombie, jusqu'à Pasto, qui était territoire, oui, de l'Empire, mais cette voie royale va se rendre jusqu'au centre-nord de l'Équateur, et va se rendre jusqu'au centre et le nord-ouest argentin. Donc, on parle quand même de quelques milliers de kilomètres. C'est ça qui est impressionnant. Si on compare, là, parce qu'on m'a posé la question avec les Romains, c'est sûr, les Romains, c'était un territoire immense. C'était beaucoup plus grand, c'est 4-5 fois plus grand, vous me corrigerez. Mais c'est un réseau routier aussi qui est peut-être 8 fois plus grand, mais qui s'est développé avec une longueur aussi dans le temps plus importante. Là, on parle de 100 ans à peine. C'est un siècle de développement, donc c'est quand même assez colossal. Et bien évidemment, notre chère ville de Cusco, qui était au cœur de tout ça. Donc, c'est ça, c'est la cordillère des Andes, c'est un axe, c'est très linéaire. Les Incas, c'est un peuple des montagnes, et donc ils vont privilégier la communication par les montagnes, mais avec des branches, des embranchements vers l'océan, c'est très important, mais aussi vers l'Amazonie, pardon. Donc, et c'est sûr, ces 4 régions unies par ce fameux Capacñan. Et là, c'est quelques données, parce que c'est quand même assez intéressant. Si on parle de plusieurs groupes ethniques, de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures, de plusieurs langues. Là, et j'étais vraiment surpris quand j'étudiais ça, il y a 25 ans à peu près, quand on commençait la postulation du Capacñan comme patrimoine mondial, de savoir combien la quantité énorme de groupes culturels qui étaient donc sous cet empire, sous la domination de cet empire, avec lequel
ces populations entretenaient des bonnes relations et de très mauvaises relations aussi. Donc, sur un territoire qui était quand même immense, c'est à peu près une moitié et demie le Québec de nos jours. C'est presque le territoire du Pérou. Le Pérou, c'est 1,3 million. C'est comme le Québec en termes d'extension et avec une population qui était à l'époque quand même assez importante, peut-être moins qu'en Mésoamérique, mais on parle de 15 millions, 12, 13, 15 millions de personnes qui habitaient ce territoire. Donc, et là, pour vous raconter que les Incas, c'est sûr, ils ont développé le chemin, mais ils n'étaient pas les premiers. Et ils étaient bien conscients. Ils étaient assez rusés parce qu'ils ont utilisé aussi, ils ont réutilisé des anciens chemins qui étaient sur place, des chemins, et ils ont appris aussi, sur la base de l'expérience de leurs prédécesseurs dans divers territoires. Donc là, je ne trouvais pas mes photos des chemins de la côte, mais c'est une publication, c'est un classique de Victor von Hagen, c'est un journaliste américain installé au Pérou dans les années 50, 60, qui a étudié aussi les chemins précolombiens. Donc, les chemins les plus anciens connus dans la région en général datent d'environ moins 4, moins 5 000. Donc, c'est vraiment des chemins tracés sur le terrain, délimités par des pierres, etc. Souvent, ce sont des petits chemins qui mènent à nulle part, littéralement. Donc, on se rend à un rocher, à une petite colline, etc. Donc, il y a un sens rituel qui est donné au chemin assez tôt, assez rapidement. Et bien évidemment, et là, c'est pour donner quelques exemples, il y a une route, pour commencer, et des chemins qui vont se développer pour aller chercher quelque chose, on l'appelle muyu en quechua, c'est le spondylus, c'est surtout le spondylus princeps, c'est un mollusque marin qu'on trouve entre le sud de la Californie et le Panama, grosso modo, et les côtes équatoriennes, c'est ça, et qui était très prisé par des populations précolombiennes, partout en Amérique, partout. Vous trouvez ça dans les Caraïbes, vous trouvez même ça au sud de l'Amérique du Nord, toute la Mésoamérique, les Andes et d'autres régions en Amérique du Sud. Et il était considéré la nourriture des dieux. Et imaginez-vous comment c'était tellement important cette matière-là qu'elle était moulue, écrasée, transformée en sable et parsemée par terre. Et c'est là que l'Inca pouvait transiter. Donc, c'était vraiment très, très précieux. Il y a des sépultures précolombiennes de civilisation pré-inca où il y a une d'entre elles, c'était quand même assez étonnant, environ 10 tonnes de ce coquillage d'accumuler dans la sépulture. Donc, ça peut... c'est tout simplement ce petit coquillage, c'est assez cocasse quand même, et c'est une forme très particulière, mais comme je vous disais, ça va être très important. Donc, les chemins vont se développer. Le muyu arrive dans les Andes il y a environ 6000 ans. Donc, les premières civilisations, Caral, etc., dans la région, consomment ce muyu déjà d'une façon très, très importante. Comme je vous disais tantôt, j'ai eu la chance de travailler un petit peu sur les chemins. Donc, moi, j'étais archéologue pour le ministère de la Culture. À l'époque, c'était l'Institut national de la culture. On m'avait dit, il y a des chemins, il y a des constructions dans le désert, là, entre deux vallées. Il faut aller documenter ça. Donc, c'est ça. Je me suis rendu sur place. Il y avait des chercheurs qui étaient passés avant nous. C'était la folie. Il y avait des centaines de sites. Il y avait des dizaines et des dizaines de chemins superposés qui s'entrecroisaient, etc. Des carrefours, etc. On a trouvé toutes sortes de choses dans ça. Donc, tout pour dire que, et ça, ce sont des chemins qui ne sont pas très vieux. Ils ont 1000 ans en moyenne. Donc, c'est quelques siècles avant les Incas. Mais tout pour dire que c'est ça, il y a un savoir-faire donc, dans le système routier qui précède les Incas. Et les Incas, comme à peu près dans tous les domaines des cultures anciennes, vont en profiter. Ils vont vraiment s'approprier de ces connaissances. Et ça, juste pour vous dire, on était vraiment en plein milieu de nulle part, là. Il faisait chaud, mais il y avait des choses très, très, très intéressantes pour faire parler ces chemins. Donc,
Ça, c'est juste une petite photo, vous allez probablement la voir dans l'expo, mais c'est un petit chemin qui se rend sur une falaise. Puis après ça, vous avez la mer. C'est un rocher, vous avez la mer, c'est tout. Donc, c'est sûr que ce n'était pas pour faire la course. Ce n'est pas qui arrive en premier pour se balancer par la falaise, mais c'est ça. Il ne faut pas oublier, rappelez-vous le mythe de fondation de l'Empire Inca avec Manco Cápac et Magmaoglio. L'eau, la mer, la cocha, qu'on appelle en quechua, va être un élément très important. C'est le monde des ancêtres, c'est le monde des morts, mais c'est l'endroit d'où sort la vie aussi. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Donc, ce genre de chemin, c'est presque inexplicable, justement, peuvent être reliés à ce type de pensée. Bon, là, on va parler un petit peu de... Mais c'est sûr, les Incas, ils sont reconnus. Vous avez peut-être quelques-uns parmi vous visité la ville de Cusco ou vu des photos des constructions Incas. C'est quand même assez bien travaillé, des pierres très bien taillées, avec... en tout cas, ce sont des bons maçons. Il faut le reconnaître. Et donc... ils vont bien évidemment employer toutes les ressources disponibles pour faire et pour appliquer donc leurs connaissances dans la construction des chemins. Ça, c'est un petit exemple, c'est une photo du début du 20e siècle d'une des rues les plus connues. Il y avait la fameuse pierre des 12 angles dans la ville de Cusco, mais ça, c'est juste pour l'exemple de l'architecture, mais ce sont des gens qui n'ont pas peur. Donc, il faut passer par là, on fait un chemin, on s'organise, et on réussit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, s'il fallait traverser une falaise, pas de problème, on taille la roche, on fait des escaliers, on ajoute des murs de contention, de soutènement, ce n'est pas un problème. Ou s'il y a des zones marécageuses où il faut se rendre jusque-là, où on va extraire le sel, pas de problème, on fait des chemins surélevés. Donc, il y a toute une réflexion. Bien évidemment, ce n'est pas le chef là, qui est à Cusco qui s'occupe de ça. Il y a tout un bataillon d'ingénieurs et de spécialistes pour faire ce genre de travaux. Donc, le type de chaussée, ça varie énormément. Dans le désert, vous n'allez pas voir des murs de pierre tout le long. Il n'y a pas de pierre dans le désert où il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va chercher d'autres matériaux. On s'adapte aux matériaux disponibles dans chaque région. Certains d'entre eux sont pavés, comme était, par exemple, la plupart des chemins romains. Dans le temps de l'Empire romain, pensez juste à la Antiqua. Donc, bien évidemment, il fallait prévoir des choses, des inondations, des crues de rivières, etc. Donc, ce genre de pont ou de chemin surélevé pour pouvoir traverser toutes sortes de territoires. Et un peu comme tout, et c'est un principe humain, donc c'est la loi du moindre effort pour l'utilisation, mais pas nécessairement pour la construction. Donc, on va s'investir énormément, mais on va vraiment réussir à passer tout droit, à faire le chemin le plus rapidement possible. Et ça, par exemple, ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est dans la jungle. C'est en s'en allant vers passer Machu Picchu. Et vous avez ce genre de petit chemin-là qui, avec des dalles, ça, il a fallu aller les chercher, là, pour les installer, parce que sinon, tout le reste, c'est la boîte. Vous marchez là et vos pieds restent collés littéralement à terre. Donc, c'est une façon de bien réfléchir et de bien fabriquer ce genre de chemin. Imaginez-vous des troupeaux de lamas avec de la charge qui se déplacent d'un endroit à l'autre et aussi des personnes, parce que c'est un chemin qui est fait pour marcher principalement. Et des exemples de ponts qui sont vraiment extraordinaires. Ça, c'est une gravure de la fin du 19e siècle d'un voyageur américain, George Ephraim Squire. Peut-être un jour, la bibliothèque va acquérir ce livre, ça vaut vraiment la peine. Et donc, vous avez une petite image d'un officier inca qui s'occupait de surveiller les ponts. Ça, c'est le même pont, en fait, qui est toujours en utilisation et qui est donc entretenu tout le temps, en permanence, mais qui est renouvelé. Tout le cordage est renouvelé aux 2 ans. Donc, c'est beaucoup de travail, mais le résultat est vraiment impressionnant. Donc, c'est sûr que vous avez des routes, vous avez des chemins, mais il faut loger quelque part. Vous ne
marchait pas tout le temps. Donc, les Incas, comme bien d'autres civilisations qui avaient des réseaux routiers du genre, donc ont développé tout un système de haltes routières, des relais. Donc, c'était le cas des tempos. Parfois, c'était des constructions bien simples. Vous avez des alignements de pierre, puis avec des constructions en bois et avec des peaux d'animaux, mais on faisait un refuge, c'était tout. Mais parfois, c'était aussi un petit peu plus élaboré, plus fancy, là, c'est plus élégant, plus à la mode aussi Inca. Ou sinon, on s'adaptait aussi aux matériaux de la région. Donc, dans ce cas-là, c'est sur la côte sud du Pérou. Donc, c'est un endroit fabuleux. Tambo Colorado, si vous allez ou vous retournez au Pérou, allez-y, ça vaut vraiment la peine. C'est extraordinaire, mais dans ce cas-là, c'est un immense relais. C'est un hôtel 5 étoiles qui était sur le bord du chemin. Et bien évidemment, d'autres témoignages des passants, donc comme ces apachetas, ce sont des accumulations de pierres. Donc, c'est une façon de remercier la terre-mère et surtout de recevoir l'aide bienfaiteuse des divinités surtout dans les endroits où c'était difficile. Le passage était difficile, où c'était long, etc. Il n'y a pas de ressources, pas d'eau disponible, etc. Donc, c'est ça. On fait une petite offrande à la terre. Ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est ça. On ne voit pas très bien dans le texte, mais c'est une photo qui date de 1910. C'est en Argentine. C'est en plein milieu de nulle part, encore dans la Pampa, dans le nord-ouest argentin, et vous avez des centaines, voire peut-être plusieurs centaines de pierres accumulées pendant le siècle qui a duré cet empire. Et bien évidemment, pour faire tout ça, il fallait de l'organisation et surtout travailler avec les communautés. Les Incas ne sont pas fous, il faut aller donc chercher de l'aide. Ce n'est pas des gens qui viennent de la région de Cusco qui s'occupent de tout ça. Il y a des officiers, il y a les spécialistes. Ils vont travailler de la main aussi avec les spécialistes locaux, ceux qui ont fait des chemins auparavant. Et une chose qui est très importante, il y a tout un système de travail, de ce qu'on appelle amita. Donc, c'est du travail obligatoire jusqu'à un certain point, mais c'est contre des faveurs. Ceux qui en gagnent le plus, ce sont ceux qui sont placés en haut de l'échelle sociale, bien évidemment, mais il y a un bénéfice pour la communauté. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ils sont vraiment bien organisés, pas juste pour les chemins, c'est en fait pour toutes les constructions publiques. Donc, et avec des officiers, des gens qui vont se déplacer, qui vont coordonner donc tout le travail. Et je vous montrais tout à l'heure ces ponts donc suspendus. Et donc, il y avait vraiment des spécialistes, des gens qui vont superviser donc la construction de ce genre de construction. Et c'est sûr que comme la plupart des entités politiques plus complexes, donc l'Empire Inca avait tout un système de communication assez particulier, avec des messages secrets, etc. Et ils envoyaient donc ces chasquis, donc ce sont des messagers, mais ce sont des athlètes, vraiment. Ce sont des gens là, qui vont faire des relais, ce sont des distances courtes et qui courent, littéralement. Donc, on dit que l'Inca mangeait du poisson frais du Pacifique. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas sûr, mais mettons que son poisson commençait à sentir un petit peu mauvais, peut-être au bout d'une journée et demie, parce qu'il n'y avait pas de glace ni de glacière à l'époque. Mais c'est ça. C'était juste pour dire donc que c'était assez rapide. Et bien évidemment, c'était des gens qui dépendaient de l'État. Donc, c'était des employés de l'État. Et ces gens qui marchaient, couraient. Donc, porter des belles sandales, c'est pas compliqué. Imaginez-vous courir entre les roches, le désert et tout ça avec des belles sandales comme ça. C'est un magnifique exemple de chaussures de l'époque. Mais ce qui est important, c'est que ces gens donc, avaient ces relais, donc, qu'on appelle les maisons des chasquihuasi. Et donc, c'est plus petit, c'est plus frugal, si vous voulez, parce qu'on ne reste pas là longtemps.
On attend que l'autre arrive et puis ensuite on se prépare pour partir. Et ce qu'ils amènent, entre autres, il y a des messages oraux, c'est du parler, mais aussi ce système de cordelettes, vous savez, ce ne sont pas des cils, des faux cils, mais c'est plutôt... Donc, c'est tout un système assez complexe de cordelettes qui contient l'information avec des nœuds et des couleurs différentes. Et il y avait des gens, les Kipukamayop, ça on les appelle des Kipus, donc ces messieurs qui étaient capables de lire l'information qui était contenue donc, dans ces fameux Kipus. Et avec tout un système comptable, comme c'est le cas dans différentes civilisations. Et on arrive à la fin, avant qu'on me chasse d'ici. Donc, l'UNESCO a déclaré, a inclus dans la liste patrimoine mondial le Kapagnan, le réseau routier. En 2014, on était avec ma conjointe en 2000, 2001, 2002, je ne m'en souviens plus. Là, j'avais terminé mes études ici, on était rentré au Pérou, il fallait payer les factures après quelques années d'étudiants. Donc, on est rentré et celui qui allait devenir mon boss donc, m'a pris du coup, me dit « Non, toi, tu viens travailler avec nous, là, tu as passé trop longtemps à l'étranger. » Donc, il avait formé un comité, malheureusement décédé, Luis Guillermo Lumbreras, il avait formé un comité d'abord péruvien pour se pencher sur la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux Kapagnan, là, avec ce chemin royal ou chemin de l'Inca? Et ensuite, il y a eu donc des échanges avec d'autres collègues en Amérique du Sud et un échange qui a eu, mettons, un écho impressionnant à l'époque. Donc, des collègues de la Colombie, de l'Équateur, de la Bolivie, du Chili, de l'Argentine, là, qui sont pointés. Et donc, tout ce monde a commencé à travailler ensemble pour donc, les rapports. En fait, le rapport, vous pouvez le consulter sur le site Internet de l'UNESCO. Ce n'est pas très long, c'est 2760 pages seulement. Donc, vous pouvez lire ça. C'est vraiment magnifique. C'est impressionnant. Je l'ai lu. Donc, non, mais c'est vraiment impressionnant parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est cette... En espagnol, moi, j'aime beaucoup le mot hermanar. On est entre frères, vous savez, pour pouvoir mener à terme ce beau projet, et ça a marché. C'est sûr que c'est une reconnaissance, mais il faut faire plein de choses pour garder ça, le mettre en valeur et puis le conserver. C'est sûr que donc il y a cette reconnaissance mondiale, internationale, de l'importance de ce réseau routier. Mais une autre chose, et c'est ça qui a plu énormément, c'est que ce chemin a été reconnu par l'UNESCO, pas juste parce que c'est beau, c'est vieux, puis c'est un système routier très intéressant, etc., et tout ce qui a apporté au développement de la civilisation andine, mais aussi parce que les communautés s'en servent toujours. C'est ça, c'est des gens qui l'utilisent encore, qui marchent. Nous-mêmes, là, parfois on ne le sait pas, mais on est sur un chemin Inca, donc transformé un peu. Parfois il y a de l'asphalte, mais c'est ça. Donc, et l'autre chose qui est donc assez étonnant, c'est que les communautés, pas juste les communautés autochtones, mais je parle de la collectivité, les collectivités qui sont tout le long du chemin collaborent, contribuent de différentes façons aussi à l'entretien, à faire vivre ce chemin. C'est sûr qu'il y a des belles activités avec la danse, la musique, etc., mais il y a aussi le quotidien. Vous savez, des gens qui vont avec leurs troupeaux, qui déplacent leurs animaux d'un village à l'autre, etc. Donc, c'est ça. C'est très présent dans l'univers andin. L'univers andin, quand je parle d'andin, ce n'est pas juste les montagnes. Je parle vraiment de toute la région andine. Donc, ça inclut la côte, parce qu'il y a des chemins aussi sur la côte qui sont toujours utilisés. Donc, c'est ça que... je pense que ça vaut la peine de mettre de l'avant, c'est du fait que c'est toujours vivant. C'est un héritage qui est présent chez les populations de nos jours. Donc, c'est un bel héritage qu'ils nous ont laissé les Incas et leurs prédécesseurs aussi. Donc,
Je remercie beaucoup de personnes qui nous ont aidés, autant les directions comme les services. Les gens de la bibliothèque doivent m'haïr, là, parce que je les dérangeais tout le temps avec toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment extraordinaire. Écoutez, on n'est pas dans la salle des Beaux-Arts de l'UQAM, un jour peut-être, avec un autre genre d'expo, plus Beaux-Arts. Mais c'est magnifique de pouvoir compter avec des espaces comme ça pour pouvoir divulguer. Et ça, non seulement avec des collections de livres rares et anciens, mais aussi avec des choses plus bizarres là, qui viennent de l'extérieur. Donc, je me suis mis à genoux là, pour remercier le bon soleil. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi. Je suis vieux, j'oublie des choses. Il y a une belle vidéo que Mme Miyagi voulait partager avec nous, si vous nous permettez. La UNESCO declaró al Capac Ñan como Patrimonio Mundial, reconociendo su valor excepcional. Esta nominación fue posible gracias al trabajo conjunto de los 6 países que formaban el Tahuantinsuyo: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El Capac Ñan es la mayor obra de ingeniería de la época, pues conectaba un extenso territorio de los Andes, valles, cumbres, desiertos, por medio de tambos, centros administrativos, así como templos de los 4 suyos. Hoy, el Capac Ñan sigue siendo un camino vivo, que une a los pueblos de Sudamérica a través de un pasado y un presente en común. Capac Ñan, Patrimonio Mundial. Ministerio de Cultura. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Voilà qui met fin à la conférence d'ouverture de la 15e édition de la Semaine hispanophone. Je vous remercie sincèrement de votre présence et vous invite à participer en grand nombre aux activités jusqu'à ce vendredi. Vous trouverez la programmation détaillée sur le site de l'événement, semainehispanophone.uqam.ca. Il reste d'ailleurs quelques places aux conférences à venir. Sur ce, je vous invite à rester des nôtres pour le cocktail. Le recteur qualifiait la cuisine péruvienne de gastronomie décoiffante et vous aurez l'occasion d'en avoir un avant-goût en dégustant les bouchées servies à l'arrière de la salle, inspirées de la cuisine péruvienne et de ses saveurs typiques et raffinées. Par ailleurs, la consul générale du Pérou vous invite également, celles et ceux qui le souhaitent, qui sont disponibles, à se rendre ensemble à la Bibliothèque centrale pour visiter l'exposition de photos qui est complémentaire à la conférence de laquelle vous avez assisté. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, très belle semaine hispanophone. Les deseo a todas y a todos una excelente velada y una semana hispanohablante muy exitosa.